Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous abordons aujourd'hui l'anatomie de la région glutéale. La région glutéale est la région postérieure de la hanche. Glutéale est synonyme de fesse, c'est donc la région anatomique qui va se situer en dessous de la région lombaire et au-dessus de la cuisse. Sur une vue postérieure d'un sujet, nous pouvons placer cette région avec le sillon interfessier ou pli interfessier, le sillon subfessier, l'empreinte du versant postérieur de la crête iliaque avec la petite fossette marquée par l'épine iliaque postéro-supérieur. Puis nous avons latéralement la partie inférieure de la région du flanc, le bord latéral de la région glutéale et la racine de la cuisse que nous plaçons ici de chaque côté. La région glutéale est donc une région qui va, de chaque côté, apparaître délimitée par le versant postérieur de la crête iliaque au-dessus, le sillon interfessier médialement, le sillon subfessier en dessous et latéralement qui va se projeter ou se prolonger avec la région trochantérienne, région qui est marquée par le grand trochanter du fémur, région où peuvent se développer des escarres en cas d'appui inadapté. La région glutéale est une région qui est couverte par une peau qui est plus ou moins glabre et dont l'innervation sensitive dépend de nerfs particuliers que l'on appelle les nerfs cluniaux, supérieurs, moyens et inférieurs, et dont l'anatomie peut expliquer certaines douleurs. En effet, eh bien, la partie supérieure de la région glutéale va être innervée par les nerfs cluniaux supérieurs qui correspondent à des nerfs issus des rameaux dorsaux des nerfs spinaux lombaires L1, L2 et L3, constituant donc les nerfs cluniaux supérieurs. Le versant médial, la partie médiale de la région glutéale, va être innervé par les nerfs cluniaux moyens qui correspondent à des rameaux issus des rameaux dorsaux des nerfs spinaux S1, S2 et S3, correspondant donc aux nerfs cluniaux moyens. Enfin, la partie inférieure de la région glutéale va être, elle, innervée par les nerfs cluniaux inférieurs qui correspondent à des rameaux collatéraux du nerf cutané postérieur de la cuisse, rameau collatéral du plexus lombosacré et sur lequel nous reviendrons dans un instant. En dessous donc la peau de la région glutéale est doublée par un panicule graisseux qui est plus ou moins développé et qui va avoir un rôle important dans la détermination de la forme, de la morphologie de cette région, avec un dimorphisme entre le sexe masculin et le sexe féminin, avec donc une répartition des graisses qui pourra être soit gynoïde chez la femme, soit androïde chez l'homme. Sous le panicule graisseux se place le fascia profond qui va délimiter la loge glutéale où vont se placer les muscles qui vont être sous-jacents, muscles de la région glutéale qui se disposent en trois plans, un plan superficiel, un plan moyen et un plan profond, ce qui va d'ailleurs constituer le plan du cours d'aujourd'hui. Enfin, pour terminer, un élément majeur sur le plan clinique de la région glutéale est qu'elle est traversée dans la profondeur par le nerf sciatique ou nerf ischiatique, qui correspond à l'élément fonctionnellement qui est le plus important de cette région. Le repérage du trajet du nerf ischiatique dans la région glutéale se fait en divisant cette région en 4 cadrans. Des cadrans supérieurs et inférieurs, des cadrans latéraux et médiaux, et cette détermination se fait par une ligne verticale qui passe par la partie moyenne de la fesse et une horizontale
permettant donc de déterminer un cadran supérolatéral, un cadran inférolatéral, un cadran inféromédial et un cadran supéromédial. Eh bien, le nerf sciatique ou nerf ischiatique, on va le voir, va traverser la région glutéale, essentiellement dans le cadran inféromédial de la fesse, pour venir se placer ensuite dans la région postérieure de la cuisse. Et ceci explique pourquoi lorsque l'on réalise des injections intramusculaires, en effet la région glutéale est un endroit privilégié pour la réalisation d'injections intramusculaires, eh bien les ponctions doivent toujours se faire dans le cadran supérolatéral de la fesse, de façon à éviter le trajet du nerf ischiatique et de réaliser des injections dans le nerf et donc de créer une lésion de ce nerf ischiatique qui va tenir sous sa dépendance toute l'innervation de la face de la région postérieure de la cuisse, de la jambe et du pied. Nous allons donc successivement étudier plan par plan les trois couches des muscles de la région glutéale. D'abord le plan superficiel, puis le plan moyen et le plan inférieur. Et nous citerons les différents éléments vasculaires et nerveux qui vont traverser cette région. Le plan superficiel de la région glutéale, le plan superficiel est occupé par deux muscles qui sont le muscle grand glutéal ou grand fessier et le muscle tenseur du fascia latin. Le muscle grand glutéal est un muscle qui, avec la graisse sous-cutanée de la région glutéale, va avoir un rôle déterminant dans la morphologie de cette région. Sur une vue postérieure, orientée crânialement et latéralement, nous allons pouvoir placer ce premier élément musculaire, le muscle grand glutéal. Et pour cela, nous plaçons donc des éléments squelettiques que vous connaissez. Il s'agit ici de l'os coxal, dont nous plaçons ici une vue postérolatérale avec donc les versants postérieurs de la crête iliaque, les épines iliaques postérieures, supérieures et inférieures, puis la grande incisure ischiatique, l'épine ischiatique et la petite incisure ischiatique. L'aile iliaque va apparaître en vue postérieure, recourbée comme ceci, nous permettant de placer en regard de l'épine ischiatique, le pourtour postérieur de l'acétabulum, qui va surplomber ici la tubérosité ischiatique qui correspond à l'os sur lequel vous vous tenez assis et qui va correspondre à un relief palpable au niveau de la partie inférieure de la région glutéale, zone où peuvent également se développer des escarres en cas d'appui inapproprié sur cette région. Dans la cavité acétabulaire, nous allons pouvoir placer le fémur, la tête fémorale, qui s'articule avec l'acétabulum au niveau de l'articulation coxo-fémorale. Et la tête fémorale se voit ici prolongée par le col du fémur, puis nous avons la région des trochantères, le grand trochantère latéralement, le petit trochantère médialement. Et nous plaçons ensuite la diaphyse, dont le bord postérieur va être constitué par la ligne âpre, dont les deux berges sont en continuité. Pour la berge latérale, avec ici la tubérosité glutéale, et dont la berge médiale est en continuité avec deux lignes, que sont les lignes pectinées et spirales. Vers le dedans, nous allons placer la face postérieure du sacrum, que nous allons montrer ici s'articuler avec le coccyx, et nous placerons ici en perspective la face endopelvienne du foramen obturé.
Nous allons placer un ligament ici qui va contribuer à fermer l'excavation pelvienne vers le bas. Ce ligament est le ligament sacrotubéral qui va former une large lame ligamentaire fibreuse tendue entre la face postérieure et le bord latéral du sacrum, du coccyx, qui va même en haut s'insérer au niveau des épines iliaques postérieures, supérieures et inférieures. Ce ligament sacrotubéral va, comme son nom l'indique, venir se fixer en bas au niveau de la tubérosité ischiatique en envoyant un faisceau profond qui va rejoindre la branche de l'ischium et la branche inférieure du pubis. Je place ce ligament sacrotubéral car il va être un lieu d'insertion pour le muscle grand fessier. En profondeur du ligament sacrotubéral, le ligament sacro-épineux constitue un ligament triangulaire reliant le bord latéral du sacrum et du coccyx à l'épine sciatique ou épine ischiatique. Ce ligament sacro-épineux va également contribuer à fermer vers l'arrière l'excavation pelvienne. Nous placerons enfin, comme élément de repère, les lignes glutéales postérieures, antérieures et inférieures qui marquent la face latérale de l'aile iliaque et qui vont marquer les zones d'insertion musculaire des muscles glutéaux. Il convient enfin, pour pouvoir mettre en place ce premier élément musculaire, le muscle grand fessier, eh bien de placer le tractus iliotibial. Le tractus iliotibial correspond à un épaississement du fascia lata. Le fascia lata est le fascia profond qui va engainer la cuisse en avant et en arrière, et sa face latérale va apparaître renforcée par un épaississement fibreux, le tractus iliotibial, décrit par Messia, sous le nom de bandelette de Messia. Ce tractus iliotibial se prolonge vers le haut en renforçant le fascia glutéal pour venir se fixer sur la crête iliaque. Et cet épaississement, vous le savez, on l'avait cité lors du cours sur l'articulation du genou, va tout à fait en bas venir se fixer au niveau du tubercule infracondylaire, tubercule décrit par Gerdy. Sur le plan topographique, eh bien, cet élément va nous être également utile pour décrire la morphologie des muscles de la région. Le muscle grand fessier, muscle grand glutéal, est un muscle qui va apparaître tendu entre le pelvis en dedans et la racine du membre inférieur latéralement, et ce en deux faisceaux, un faisceau superficiel et un faisceau profond. Le muscle grand fessier prend son origine. Tous les muscles, ça vous connaissez maintenant, ont un plan de description qui est toujours le même: origine, trajet, terminaison, innervation et action. L'origine du muscle grand glutéal ou grand fessier est une origine assez large qui se fait au niveau de la ceinture pelvienne. Il va s'insérer en effet sur le cinquième postérieur de la crête iliaque. Il va s'insérer sur la fosse glutéale en arrière de la ligne glutéale postérieure. Il va s'insérer au niveau de la face postérieure du sacrum et sur la crête sacrée latérale, ainsi que sur le bord latéral du sacrum, et il va s'insérer un peu plus bas sur le ligament sacrotubéral. À partir de ces insertions d'origine, le muscle grand glutéal, muscle grand fessier, va être constitué de fibres charnues qui vont se porter latéralement vers le bas et vont ensuite donc formant un corps charnu qui est
globalement quadrangulaire, et qui va, lorsqu'il est particulièrement développé, contribuer avec la graisse de la région glutéale, eh bien, à dessiner le galbe de cette région glutéale. Le muscle grand glutéal va par ailleurs présenter la particularité eh bien, de présenter entre les travées charnues des logettes graisseuses qui sont particulièrement visibles en imagerie, scanner ou IRM, et qui, en anatomie du boucher, eh bien, correspondent à la texture très particulière qu'aura le pot-au-feu, car effectivement, lorsque vous cuisinez un pot-au-feu, eh bien, vous cuisinez le muscle grand fessier du bœuf. Latéralement, les fibres charnues du muscle grand glutéal, muscle grand fessier, vont se prolonger par un tendon dont la partie superficielle va venir se fixer sur le bord postérieur du tractus iliotibial. Le faisceau superficiel du muscle grand glutéal se termine donc sur le tractus iliotibial. Et le faisceau profond du muscle grand glutéal, on peut l'évoquer ici en trichant un peu, eh bien va se prolonger par un tendon profond qui va venir se terminer sur l'extrémité supérieure du fémur au niveau de la tubérosité glutéale qui correspond à la ligne de bifurcation, de trifurcation, latérale de la ligne âpre du fémur, et il va également se terminer au niveau de la lèvre latérale de la ligne âpre dans sa partie supérieure. Je replace ici le contour cutané externe. Je place ici médialement le sillon interfessier, le sillon subfessier, dont on va d'ailleurs voir qu'il ne correspond pas, le sillon subfessier, au bord inférieur du muscle grand glutéal. Sur le plan de l'innervation, le muscle grand glutéal est innervé par le nerf glutéal inférieur, qui est un rameau collatéral du plexus lombosacré. Et du point de vue action, lorsqu'il se contracte, eh bien, ce muscle grand glutéal va avoir une action sur l'articulation de la hanche. Il va en effet être extenseur de l'articulation coxofémorale et rotateur latéral de la hanche. Extenseur et rotateur latéral de la hanche. Muscle grand glutéal. Le deuxième muscle du plan superficiel de la région glutéale est le muscle tenseur du fascia lata. Et cet élément musculaire, eh bien, nous allons pouvoir le représenter avec le grand glutéal, qui est dans le même plan que lui, sur une vue latérale de la région de la hanche. Cette vue latérale va avoir une orientation crâniale vers le haut et ventrale vers la droite. Sur cette vue latérale, nous allons placer la partie inférieure de la région lombaire, dont nous repérons ici la courbure caractéristique, la lordose lombaire, puis nous représenterons le volume ici de la région, enfin du muscle grand glutéal, de la région glutéale, en venant représenter un sujet, on va dire, relativement calipige. Vers le haut, la région glutéale, vous le savez, apparaît donc séparée de la région lombaire et de la région du flanc par la crête iliaque, dont nous plaçons ici le sommet qui, je vous le rappelle, se place dans le même plan horizontal que la quatrième vertèbre lombale, ce qui, au niveau de la région antérieure du tronc, va correspondre au niveau de l'ombilic, ce que nous pouvons placer comme ceci. Vers l'avant, nous allons placer ici la ligne de Malgaigne qui correspond donc à l'empreinte laissée au niveau de la peau par le ligament inguinal et donc qui va séparer la région
abdominal de la racine du membre inférieur, et nous placerons ici la racine de la cuisse, son bord antérieur et son bord postérieur. Le tractus iliotibial va pouvoir être représenté. Il se fixe vers le haut au niveau de la crête iliaque. Il va traverser la région glutéale, renforçant le fascia glutéal, et se prolongeant alors au niveau du bord latéral de la cuisse, où ce tractus iliotibial va venir constituer un épaississement de la face latérale du fascia lata. Il va traverser la cuisse de haut en bas et vers le bas va se terminer sur le tubercule infracondylaire, tubercule dit de Gerdy. En arrière du tractus iliotibial, on va pouvoir placer maintenant le muscle grand glutéal, muscle grand fessier, dont nous plaçons ici le trajet. Nous avons fait le choix de représenter un sujet, on va dire, calipige, donc pour montrer l'orientation des fibres charnues de ce muscle grand glutéal avec ces logettes graisseuses qui interrompent ou qui s'interposent entre les fibres charnues, donnant au muscle grand glutéal son aspect caractéristique. Vers l'avant et latéralement, les fibres charnues de ce muscle se prolongent par un tendon épais, résistant, et qui va venir, pour son faisceau superficiel, eh bien, se terminer au niveau du bord postérieur du tractus iliotibial, ce que nous pouvons présenter comme ceci. Vers l'avant va se placer le deuxième muscle de la région glutéale, qui est le muscle tenseur du fascia lata. Le muscle tenseur du fascia lata est un muscle qu'on classe parmi les muscles donc superficiels de la région glutéale. C'est en réalité un muscle qui est un muscle latéral de la hanche, puisqu'il va prendre son origine sur l'épine iliaque antéro-supérieure, donc à l'autre versant de la crête iliaque. À partir de son origine, ce muscle tenseur du fascia lata va présenter un trajet oblique vers le bas, vers l'arrière, formant un corps charnu triangulaire, venant se terminer sur le tractus iliotibial. Il est un peu le symétrique, en quelque sorte, du muscle grand glutéal, avec lequel il constitue un ensemble fonctionnel que l'on peut parfois désigner sous le nom de deltoïde fessier, en comparaison avec les trois parties du muscle deltoïde. Je vous renvoie au cours du premier semestre du professeur Duparc. Ce muscle tenseur du fascia lata prend donc son origine sur l'épine iliaque antéro-supérieure, se porte vers le bas, vers l'arrière, et se termine au bord antérieur du tractus iliotibial. Innervé par le nerf glutéal supérieur, rameau collatéral du plexus lombosacré, ce muscle, lorsqu'il se contracte, est essentiellement abducteur de l'articulation coxo-fémorale, c'est-à-dire qu'il permet d'écarter la cuisse de l'axe du corps, et compte tenu de sa terminaison sur le tractus iliotibial et de la terminaison du tractus iliotibial sur le tubercule infracondylaire, il a pour certains auteurs un rôle dans la rotation de l'articulation du genou. Je ne vais pas insister sur ce rôle particulier. Retenons qu'il est principalement abducteur de l'articulation coxo-fémorale. Voici donc mis en place le plan superficiel de cette région, représenté donc par le muscle grand glutéal et par le muscle tenseur du fascia lata.
Au-dessus de ces éléments vont se placer les éléments musculaires de la région donc antérolatérale et postérieure du tronc. Nous plaçons ici le muscle oblique externe de l'abdomen, dont je vous place ici la partie charnue, constituée de fibres orientées vers le bas et vers l'avant, puis sa partie tendineuse qui va donc participer à former la paroi abdominale antérieure. Vous avez vers l'arrière, donc là le ligament inguinal, vous allez avoir en arrière le fascia thoracolombaire ou fascia thoraco-lombaire, sur lequel va en particulier venir s'insérer le muscle grand dorsal, et vers le bas, eh bien, nous allons trouver des éléments musculaires appartenant à la région de la cuisse, avec le muscle sartorius. On reverra bien sûr tous ces éléments, muscle sartorius. Nous aurons ensuite le muscle quadriceps fémoral qui va apparaître avec ses différents chefs, le chef droit fémoral, puis le chef vaste latéral qui déborde ici légèrement en arrière, et donc on peut très rapidement le colorier pour simplement avoir une notion des éléments qui sont en rapport avec ces éléments de la région glutéale. Donc ici, muscle droit fémoral, muscle vaste latéral qui fait partie donc du muscle quadriceps fémoral, et nous avons en arrière, eh bien, on va le placer ici, le muscle biceps fémoral qui est l'ischio-jambier latéral qui déborde ici, et nous fermons ici la vue pour plus de clarté et pouvoir mieux se représenter cette région en 3 dimensions. Plan superficiel de la région glutéale, nous allons maintenant aborder le plan moyen, le plan intermédiaire, qui est constitué de 2 muscles glutéaux, le muscle moyen glutéal et le muscle petit glutéal. Donc, plan moyen de la région glutéale, qui est constitué du moyen glutéal et du petit glutéal ou petit fessier. Ces muscles, qui se superposent d'ailleurs l'un l'autre, vont être visibles sur une vue latérale de la région de la hanche, avec une orientation crâniale et ventrale. Et il faut comprendre que ces 2 muscles, moyen et petit glutéal, se superposent, ils se recouvrent l'un l'autre, un peu à la manière des tuiles d'un toit, et donc par conséquent, pour pouvoir représenter le muscle petit glutéal, il va nous falloir retirer une partie du moyen glutéal. Alors, sur cette vue latérale, je vérifie simplement la focalisation, peut-être que je pousse un petit peu le tableau. Sur cette vue latérale de la hanche, alors j'attends simplement que cela focalise. Ah, c'est en train de revenir. Voilà. Nous allons donc pouvoir placer vers le haut la crête iliaque avec les épines iliaques postérieures, supérieures et inférieures, la grande incisure ischiatique, l'épine ischiatique, la petite incisure ischiatique et le début de la tubérosité ischiatique. On va d'emblée placer dans la cavité acétabulaire eh bien, le fémur avec la tête fémorale prolongée par le col du fémur et
avec le grand trochanter qui se place latéralement et qui va masquer en partie la région. Je l'interromps ici, le fémur, et je vous rappelle que l'extrémité supérieure du fémur, la tête fémorale, le col, regarde vers l'avant de la même manière d'ailleurs que l'acétabulum. Nous allons placer donc la crête iliaque qu'il faut représenter un peu avec de la perspective. Nous avons l'épine iliaque antérieure et supérieure, l'épine iliaque antéro-inférieure, et nous allons arriver ici vers la région du pubis. Nous retrouvons la crête du pubis ici et la branche inférieure du pubis, la tubérosité qui apparaît marquée ici, et enfin nous pourrons évoquer ici le foramen obturé qui va apparaître masqué, bien sûr, par l'articulation coxo-fémorale et par l'extrémité supérieure du fémur. Nous plaçons donc la crête iliaque qui apparaît un peu épaissie, qui présente ici sa tubérosité glutéale. Et à la face latérale de l'os coxal apparaissent marquées ici les lignes glutéales postérieures, antérieures et inférieures, permettant donc de partager la fosse glutéale en trois zones qui vont être des zones d'insertion musculaire. En arrière, ici, pour le muscle grand glutéal, muscle grand fessier, avec aussi une insertion sur la partie postérieure de la crête iliaque. Je ne le remettrai pas, nous allons simplement évoquer son insertion pour nous concentrer sur les muscles moyens et petits fessiers. Le muscle moyen fessier, ou muscle moyen glutéal, est un muscle qui va prendre son insertion assez largement sur la face latérale de l'aile iliaque, donc dans la fosse glutéale, entre la ligne glutéale postérieure et la ligne glutéale antérieure, de même que sur la crête iliaque en regard. À partir de ces insertions d'origine large, le muscle moyen glutéal, muscle moyen fessier, va former un corps charnu triangulaire qui va se porter vers le bas, présentant des fibres postérieures qui se portent vers le bas et vers l'avant, présentant des fibres moyennes qui sont globalement verticales, et des fibres plus antérieures qui se portent vers le bas et vers l'arrière. Là, nous sommes obligés d'interrompre ce muscle pour pouvoir effectivement représenter le muscle petit glutéal qui se situe en dessous. Et donc, nous figurons le trajet du muscle moyen fessier ou muscle moyen glutéal au moyen de ses pointillés. Le muscle moyen glutéal va donc venir former un corps charnu globalement triangulaire qui, vers le bas, va se résoudre en un tendon épais, puissant, que nous retrouvons ici, et qui va venir se fixer sur le sommet et la face latérale du grand trochanter du fémur. Donc, origine sur la fosse glutéale entre les lignes glutéales antérieures et postérieures, corps charnu triangulaire et terminaison sur la face latérale et le sommet du grand trochanter. Le tendon du muscle moyen glutéal, lorsqu'il va venir se fixer sur le grand trochanter et lorsqu'il va se déplacer par rapport à l'articulation coxo-fémorale, va glisser sur le plan ostéo-articulaire par l'intermédiaire d'une bourse séreuse. C'est la bourse du tendon du muscle moyen glutéal qui peut être l'objet d'inflammations, formant les bursites du moyen glutéal, occasionnant une douleur localisée au niveau de la partie moyenne de l'articulation de la hanche. Innervé par le nerf glutéal supérieur, comme l'était le muscle tenseur du fascia lata,
Le muscle moyen glutéal, lorsqu'il se contracte, sera globalement abducteur de l'articulation coxo-fémorale, mais il va également participer au mouvement de rotation de l'articulation de la hanche en fonction de la partie de ce muscle qui va se contracter. Les fibres les plus postérieures étant rotatrices latérales, les fibres plus antérieures participant à la rotation médiale. Mais surtout, le muscle moyen glutéal est un muscle important dans l'équilibre du pelvis lors de l'appui monopodal. C'est le principe de la balance de Powell, dont nous avions déjà parlé lors du cours sur l'articulation coxo-fémorale et sur laquelle je vais revenir dans un instant, car cet équilibre de la statique du pelvis lors de l'appui monopodal est également assuré par le dernier muscle que nous allons voir maintenant et qui est le muscle petit glutéal. Ce muscle petit glutéal est un muscle qui se situe en dessous du précédent et qui va venir s'insérer sur la face latérale de l'aile iliaque, au niveau de la fosse glutéale, en avant et en dessous de la ligne glutéale antérieure. Il est donc recouvert par le muscle précédent. Le muscle petit glutéal va former un corps charnu triangulaire constitué de fibres qui se portent vers le bas, vers le dehors, légèrement vers l'avant, et qui vont se prolonger par un tendon qui va venir se fixer au niveau de la face antérieure du grand trochanter du fémur. Muscle petit glutéal. Innervé par le nerf glutéal supérieur, comme le muscle moyen glutéal et comme le muscle tenseur du fascia lata, ce muscle petit glutéal est abducteur de l'articulation coxo-fémorale, va participer à la rotation médiale de la hanche et avec le muscle moyen glutéal va avoir un rôle dans la stabilité du pelvis lors de l'appui monopodal. Alors ceci, on peut l'expliquer sur un petit schéma. Vous aviez déjà vu cette notion lorsque nous avions étudié la mécanique de l'articulation de la hanche. Nous représentons ici un pelvis donc de façon trapézoïdale et les deux membres inférieurs. Ici, le membre inférieur droit qui est au sol, et nous allons plier le genou gauche, si bien que le membre supérieur gauche est en l'air. Le poids P s'exerce sur le pelvis à partir d'un centre de gravité médian, et de manière à ce que le pelvis puisse rester à l'horizontale, eh bien, les muscles glutéaux, moyen glutéal et petit glutéal, qui est situé en dessous et qui va être adhérent à la capsule de l'articulation coxo-fémorale, vont devoir, si le point fixe est situé au niveau de la hanche, et pour éviter la chute du bassin, eh bien, vont devoir exercer une traction qui va résulter en une force F, qui est donc dans l'axe de ces muscles, et selon le calcul de Powell, eh bien, la force F développée par les muscles moyen glutéal et petit glutéal pour le maintien du pelvis dans l'appui unipodal est équivalent à 3 fois le poids du corps. C'est dire l'importance de ces deux muscles du plan intermédiaire, et c'est dire également les conséquences fonctionnelles
non négligeable des paralysies du nerf glutéal supérieur et des paralysies du moyen et du petit fessier dans cette fonction. Plan intermédiaire. Enfin, le plan inférieur, le plan profond, hein, le plan profond de cette région glutéale va être constitué par 6 muscles qui sont tendus entre le pelvis et le grand trochanter. Ce sont les muscles, comme leur nom l'indique, pelvi-trochantériens. Muscles pelvi-trochantériens. Ces 6 petits muscles pelvi-trochantériens ont un rôle commun. Ils sont tous rotateurs latéraux. Ils sont tous rotateurs latéraux de l'articulation coxo-fémorale. Pour représenter ces muscles pelvi-trochantériens, nous allons représenter une vue postérieure de la région glutéale avec une orientation qui est crâniale et latérale droite. Et cette vue postérieure, eh bien, on va la représenter en ayant ouvert le muscle grand glutéal, on l'ouvre, on le coupe en deux dans sa partie moyenne, verticalement, on l'ouvre comme on ouvrirait les pages d'un livre, ce qui va nous permettre de mettre en évidence le plan profond des muscles de la région glutéale, mais également les éléments vasculaires et nerveux qui traversent la région. Pour réaliser cette représentation, nous allons placer donc la vue dorsale du squelette pelvien, avec, vous reconnaissez ici les épines iliaques postérieures, supérieure et inférieure, la grande incisure ischiatique, l'épine ischiatique, la petite incisure ischiatique. Nous voyons ici le versant postérieur de la crête iliaque, que nous allons d'ailleurs pouvoir représenter. Nous allons mettre une perspective un peu plus grande, comme ceci. Nous voyons ici donc le pourtour, le contour antérieur de l'os coxal, décidément, voilà, le bord postérieur de l'acétabulum, puis nous allons avoir la tubérosité ischiatique, la branche de l'ischium, la branche inférieure du pubis. Nous placerons ici le bord latéral du sacrum qui s'articule avec le coccyx. Articulé avec l'os coxal, avec l'acétabulum, le fémur, dont nous voyons ici la région du grand trochanter, le petit trochanter qui est médial et plus postérieur, la tubérosité glutéale et qui se prolonge par le versant latéral de la ligne âpre du fémur et le versant médial de la ligne âpre qui se prolonge par les lignes pectinées et spirales. Nous plaçons les lignes glutéales antérieures et postérieures, ce qui va maintenant nous amener à placer le muscle grand glutéal. Je vais essayer de respecter le même code couleur que tout à l'heure. Muscle grand glutéal dont nous avons réalisé une section verticale et dont nous allons écarter les différentes parties. Ici, eh bien, la partie médiale de ce muscle qui a été ici sectionnée et que nous maintenons écarté vers le dedans par l'intermédiaire d'un instrument ici
chirurgicale. Latéralement, le muscle grand glutéal sera cette fois représenté par sa partie profonde, son faisceau profond, qui vient se terminer par un tendon qui va, on peut le représenter ici, se terminer sur la tubérosité glutéale et sur la partie supérieure de la ligne âpre du fémur, et de la même manière, eh bien, cette partie profonde, ce faisceau profond du muscle grand glutéal, nous l'ouvrons dans l'autre sens pour réaliser eh bien, cette ouverture. Nous placerons ensuite donc le muscle grand glutéal. Nous avons ensuite les muscles moyens et petits glutéal. Le muscle moyen glutéal, eh bien, nous le voyons ici s'insérer au niveau de la partie moyenne de la fosse glutéale de l'os coxal, avec donc ces fibres charnues en éventail. Nous interrompons là aussi ce muscle au niveau de sa partie moyenne, ce qui va nous permettre de montrer le muscle petit glutéal qui lui est sous-jacent. En revanche, nous allons retrouver au niveau du sommet et de la face latérale du grand trochanter, ici son tendon, qui va venir se fixer ici sur le grand trochanter et permettre donc le rôle d'abduction, de participation à la rotation latérale de la hanche et surtout à l'équilibre de la statique pelvienne lors de l'appui monopodal. Vers le bas va se placer enfin le muscle petit glutéal, dont nous voyons seulement ici une partie du trajet, son tendon venant se perdre par en avant pour se terminer au niveau de la face antérieure du grand trochanter. Nous allons pouvoir placer maintenant le ligament sacro-tubéral qui va venir ici fermer en partie l'excavation pelvienne, ligament sacro-tubéral, avec ici son expansion qui part vers la branche de l'ischium et la branche inférieure du pubis, et un peu plus profondément, le ligament sacro-épineux. Les muscles pelvitrochantériens vont donc représenter un groupe de 6 muscles dont le premier d'entre eux va être le muscle piriforme. Muscle piriforme, sans Y. Ce muscle piriforme est un muscle un peu particulier qui va avoir une origine endopelvienne, c'est-à-dire qu'il va s'insérer sur la face antérieure du sacrum, en regard des 2e et 3e foramen sacrés ventraux, et il va alors sortir du pelvis en passant dans la grande incisure ischiatique pour venir se terminer sur le grand trochanter. Pour comprendre l'origine de ce muscle, il faut replacer de façon très schématique une vue interne du pelvis où nous plaçons sur une coupe sagittale les 4e et 5e vertèbres lombales, puis le sacrum avec ses 5 pièces
sacré fusionné et le coccyx. En dedans du plan du tableau, on va pouvoir voir la face antérieure du sacrum, que je vous place ici, avec les foramen sacrés ventraux, 1, 2, 3 et 4. La ligne arquée, qui nous amène en avant à la symphyse pubienne, et nous avons le bord postérieur de l'os coxal qui apparaît avec la grande incisure ischiatique, l'épine sciatique, la petite incisure ischiatique, la tubérosité ischiatique, permettant de retrouver ici le pourtour du foramen obturé. On placera au-dessus de la ligne arquée eh bien, la fosse iliaque, avec ici donc la crête iliaque, l'épine iliaque antéro-supérieure, l'épine iliaque antéro-inférieure. Le muscle piriforme est donc un muscle qui prend son origine au pourtour endopelvien du deuxième et du troisième foramen sacré ventraux. Il va alors se porter vers le dehors et vers le bas, et va, après un court trajet endopelvien, s'engager dans la grande incisure ischiatique et va alors se retrouver dans la région glutéale, et c'est ainsi qu'on va le retrouver ici, ce muscle piriforme, continuer son trajet oblique vers le bas et vers le dehors pour venir se terminer sur le sommet du grand trochanter du fémur. Sommet du grand trochanter du fémur. Le muscle piriforme est innervé par le nerf du muscle piriforme, qui est un rameau collatéral du plexus lombosacré. Et lorsqu'il se contracte, eh bien, ce muscle va être un abducteur de la hanche, puisqu'il va tirer le grand trochanter vers le haut et vers le dedans. Et, bien sûr, il va partager avec tous les autres pelvitrochantériens un rôle dans la rotation latérale de la hanche. Mais, lorsque le muscle piriforme traverse la grande incisure ischiatique, il va entre l'épine iliaque postéro-supérieure et l'épine ischiatique, et le ligament sacro-épineux ici, partager la grande incisure ischiatique, séparer la grande incisure ischiatique en deux espaces, qui sont les canaux suprapiriformes, et infrapiriformes. Canal suprapiriforme et infrapiriforme, vous les retrouvez ici, canal suprapiriforme, canal infrapiriforme, on replacera pour mémoire la présence du ligament sacro-épineux, ici. Eh bien, le ligament, le muscle piriforme donc, ménage ces deux espaces qui vont être des espaces qui vont mettre en communication le petit bassin et la région glutéale, la région fessière. Et ces éléments, ces orifices de passage vont effectivement permettre le passage d'éléments vasculaires et nerveux d'origine pelvienne vers la région glutéale. On va y revenir dans un tout petit instant. Muscle piriforme. Nous avons ensuite, dans les pelvitrochantériens, le muscle obturateur interne accompagné par les muscles jumeaux, supérieurs et inférieurs. Le muscle obturateur interne, tout comme le muscle piriforme, est un muscle qui a une origine endopelvienne. En effet, ce muscle va s'insérer
sur le pourtour endopelvien du foramen obturé et sur la membrane obturatrice, sur la portion endopelvienne de la membrane obturatrice. On le représente ici, donc sur cette vue endopelvienne, muscle obturateur interne, donc s'insérant au pourtour endopelvien du foramen obturé et s'insérant à la face endopelvienne de la membrane obturatrice. À partir de ces insertions d'origine, le muscle obturateur interne va former un corps charnu, globalement triangulaire, constitué de fibres qui vont se porter vers l'arrière et qui vont, à partir de l'origine sur le foramen obturé, venir se diriger vers la petite incisure ischiatique. Vers la petite incisure ischiatique. Et c'est par la petite incisure ischiatique, sous l'épine ischiatique, que le muscle obturateur interne va sortir du petit bassin et va se retrouver dans la région glutéale. Et ainsi, nous allons donc pouvoir le retrouver ici. Venant changer de direction et se portant dans la région glutéale vers l'avant et vers le dedans, pour venir se terminer à la face médiale du grand trochanter. Donc ce muscle va se porter vers l'arrière dans son trajet endopelvien. Il se récline, il se réfléchit au niveau de la petite incisure ischiatique pour se porter vers l'avant et vers le dehors dans la région pelvienne, dans la région fessière, dans la région glutéale. Innervé par le nerf de l'obturateur interne, qui est un rameau collatéral du plexus lombosacré, ce muscle, lorsqu'il se contracte, est rotateur latéral de la hanche. Dans son trajet exopelvien, donc dans son trajet glutéal, le muscle obturateur interne va être accompagné par les deux petits muscles jumeaux, jumeau supérieur et jumeau inférieur. Le muscle jumeau supérieur prend son origine sur l'épine sciatique, ou épine ischiatique. Il va alors se porter vers le dehors et légèrement vers l'avant. Il va rejoindre la partie terminale du muscle obturateur interne et va avec lui se terminer sur la face médiale du grand trochanter du fémur. Le muscle jumeau supérieur a la même innervation, il partage son innervation avec l'obturateur interne. On parle d'ailleurs parfois de nerf du muscle obturateur interne et du jumeau supérieur. Et lorsqu'il se contracte, ce muscle jumeau supérieur est rotateur latéral de l'articulation coxo-fémorale. Le muscle obturateur interne va ensuite être accompagné en dessous de lui par le muscle jumeau inférieur. Ce muscle jumeau inférieur va former un petit muscle triangulaire qui prend son origine sur la tubérosité ischiatique, qui va se porter vers le dehors, rejoindre le muscle obturateur interne pour se terminer avec lui à la face médiale du grand trochanter du fémur. Innervé par le nerf du muscle carré fémoral, ce muscle jumeau inférieur, lorsqu'il se contracte, est un muscle rotateur latéral de la hanche. Le muscle carré fémoral
est le muscle suivant. Ce muscle carré fémoral est un muscle de forme quadrangulaire qui va prendre son origine sur la tubérosité ischiatique. Il va présenter des fibres qui se portent transversalement vers le dehors et qui vont venir se terminer à la face postérieure du grand trochanter. Face postérieure du grand trochanter. Innervé par le nerf du muscle carré fémoral et du jumeau inférieur, rameau collatéral du plexus lombosacré, le muscle carré fémoral, lorsqu'il se contracte, est un muscle rotateur latéral de la hanche. Nous avons enfin un dernier muscle pelvitrochantérien qui est le muscle obturateur externe. Muscle obturateur externe que je vais représenter ici, si j'ai pas trop de Larsen, muscle obturateur externe, qui est un muscle qui va venir se situer, va prendre son origine de façon plus antérieure. Si nous représentons ici une vue antérieure de l'articulation coxofémorale, vous reconnaîtrez donc le bord antérieur de l'os coxal, le bord antérieur de l'acétabulum, l'extrémité supérieure du fémur avec le petit trochanter, le grand trochanter, la ligne intertrochantérique et le pourtour exopelvien du foramen obturé, obturé par la membrane obturatrice que je vous place ici. Eh bien, le muscle obturateur externe est un muscle qui va prendre son origine sur le pourtour exopelvien du foramen obturé, ainsi que sur la face exopelvienne de la membrane obturatrice. Pourtour exopelvien du foramen obturé et face exopelvienne de la membrane obturatrice. À partir de ces insertions d'origine, le muscle obturateur externe va être constitué de fibres qui vont se porter latéralement vers le dehors, donc, et vers l'arrière. Elles vont passer en arrière du col fémoral et, à partir de là, venir se terminer à la face médiale du grand trochanter. Innervé par le nerf obturateur, le muscle obturateur externe, lorsqu'il se contracte, est lui aussi rotateur latéral de la hanche. Pourquoi rotateur latéral? Parce qu'il passe en arrière du col fémoral. Nous avons ainsi décrit les 6 muscles pelvitrochantériens qui constituent le plan profond des muscles de la région glutéale. Entre ces éléments musculaires vont cheminer des éléments vasculo-nerveux que nous allons à présent citer. Nous avons tout d'abord des éléments qui arrivent dans cette région par le canal suprapiriforme. Il s'agit du nerf glutéal supérieur, nous l'avons ici, nerf glutéal supérieur, qui est le nerf du muscle moyen fessier, petit fessier, et en avant du muscle tenseur du fascia latin. Ce nerf glutéal supérieur est accompagné par le pédicule vasculaire glutéal supérieur, constitué de l'artère glutéale supérieure, issue de l'artère iliaque interne, de la veine glutéale supérieure qui rejoint le système de la veine iliaque interne. Ces éléments vont assurer la vascularisation, partie de la vascularisation de cette région. Donc,
pédicule glutéal supérieur qui arrive dans la région glutéale par le canal suprapiriforme et dont l'élément principal est le nerf glutéal supérieur, nerf du moyen glutéal, moyen fessier, du petit fessier et du tenseur du fascia lata. Nerf donc d'importance fondamentale pour le maintien de la statique pelvienne en appui monopodal. Passant à présent par le canal infrapiriforme, sous le muscle piriforme. Le principal élément est le nerf sciatique, nerf ischiatique, nerf sciatique qui arrive dans la région par le canal infrapiriforme et qui va former une boucle qui est donc concave vers le bas, permettant à ce nerf sciatique de traverser la région glutéale dans un plan qui est situé entre le muscle grand glutéal ou grand fessier en superficie et le plan des muscles pelvitrocantériens sur lequel le nerf sciatique va glisser. Le nerf sciatique n'a pas de territoire dans la région glutéale, il va simplement la traverser, venant à la partie inférieure de cette région, cheminer entre le carré fémoral et le grand glutéal, et situé à peu près à égale distance entre la tubérosité ischiatique et le grand trochanter. Dans le canal infrapiriforme, le nerf ischiatique est accompagné par le nerf cutané postérieur de la cuisse, qui est un rameau collatéral du plexus lombosacré. Le nerf cutané postérieur de la cuisse est un nerf sensitif pour la peau de la région postérieure de la cuisse et qui, à la partie inférieure de la région glutéale, va donner naissance aux nerfs cluniaux inférieurs qui vont avoir un trajet récurrent, qui vont remonter vers la région glutéale pour venir assurer l'innervation sensitive de la peau de la partie distale, de la partie inférieure de la région glutéale. Toujours passant par cette région, le pédicule glutéal inférieur avec le nerf glutéal inférieur, nerf du muscle grand glutéal ou grand fessier, accompagné des vaisseaux glutéaux inférieurs, artères et veines, participant à la vascularisation de la région. Il est à noter, c'est un détail, mais ça a un intérêt en chirurgie réparatrice, que le pédicule glutéal supérieur va aussi apporter une vascularisation au muscle grand fessier ou muscle grand glutéal. Ceci aura un intérêt dans l'utilisation de ce muscle pour la couverture d'escarres de la région glutéale. On citera, bien sûr, on reverra ces éléments, toujours passant par le canal infrapiriforme, les nerfs, ici, pudendal, nerf issu du plexus sacré, et participant avec son principal rameau ici qui est le nerf périnéal à l'innervation du périnée et en particulier à l'innervation sensitive des organes génitaux externes. Le nerf rectal supérieur, enfin, est un nerf issu du plexus pudendal et qui va participer à l'innervation du sphincter strié de l'anus. Ainsi donc, la région glutéale est-elle une région située en arrière de l'articulation coxo-fémorale? Cette région glutéale est une région qui, sur le plan musculaire, est constituée de 3 plans. Un plan superficiel avec les muscles grand glutéal et tenseur du fascia lata, un plan moyen que constituent les muscles moyen et petit glutéal, et un plan profond constitué par les muscles pelvis trochantériens.
Le muscle grand glutéal, avec la peau de la région glutéale, va donner le galbe de cette région. Les muscles moyens et petits fessiers, moyens et petits glutéaux, innervés par le nerf glutéal supérieur, sont majeurs dans la statique pelvienne, notamment lors de la marche et de sa phase en appui unipodal. Les muscles pelvitrochantériens constituent un ensemble de 6 muscles qui sont tous rotateurs de la hanche et qui vont, avec le muscle grand glutéal, venir protéger le nerf ischiatique, nerf le plus volumineux du corps, qui a le calibre d'un index et qui va être le principal élément qui traverse la région glutéale. Et comme vous pouvez le constater, eh bien, le nerf ischiatique traverse cette région dans sa partie inféromédiale, ce qui implique que lorsque l'on veut réaliser des injections intramusculaires, en particulier dans le muscle grand glutéal qui est un site intéressant compte tenu de son volume pour la réalisation de cet acte thérapeutique, eh bien l'injection devra toujours se faire dans le cadran supérolatéral de la région glutéale de façon à éviter de léser le nerf ischiatique. Nous en avons donc terminé avec l'étude de la région glutéale. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une excellente fin de journée. À bientôt.